L'instructeur aux cheveux verts, observant le protagoniste, se dit mentalement qu'il était surpris que ce dernier n'ait pas encore abandonné. Il fut instantanément surpris en remarquant les mouvements d'Irène alors qu'il peinait à rattraper les autres élèves. Alors qu'il était toujours en train d'observer Irène, quelque chose semble surprendre l'instructeur. En regardant les mouvements inhabituels et les expressions du visage d'Irène, il pensa que quelque chose n'allait pas. Couvert de sueur et vêtu de vêtements sales, Irène, à peine capable de garder son équilibre, continua de courir difficilement. La foule qui courait derrière lui, menée par l'autre instructeur, remarque le moment où il faillit tomber. Au même moment, on peut voir des traces de déplacement rapide sur le sol à proximité du garçon. Une seconde avant qu'Irène ne s'effondre inconscient, l'homme aux cheveux verts le rattrape. Il se pencha pour tranquillement allonger Irène, alors que les autres continuaient la course comme si de rien n'était. Après avoir allongé le protagoniste sur le sol, il soupira et se dit mentalement que le garçon n'était pas tombé d'un simple surmenage, mais d'une fatigue complète. Il avait littéralement épuisé toutes ses forces. Tout en regardant Irène à bout de souffle et inconscient, l'instructeur aux cheveux verts trouve qu'il est plutôt intéressant. Nous retrouvons ensuite Irène, apparemment toujours inconscient. Puis soudain, il ouvre les yeux. Se redressant légèrement du lit, il regarde autour de lui, se demandant où il était. On entend ensuite une voix demander s'il est réveillé. Il tourne alors la tête vers la direction d'où venait cette même voix. Un homme aux cheveux noirs attaché en queue de cheval, lui dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour sa santé, qu'il était parfaitement rétabli. L'homme se présente comme étant Ron Taral, un instructeur et également le chef du département de réhabilitation. Tout en baissant les yeux, Irène remercie l'homme. Bâillant, l'instructeur Ron Taral déclare fièrement que sans lui, le garçon ne se serait pas rétabli aussi vite. En regardant le visage du protagoniste, l'homme dit qu'il pense qu'ils allaient se revoir souvent. En entendant ces mots, Irène acquiesce et répond qu'il imagine que oui. Voyant le garçon légèrement embarrassé, il ajoute en plaisantant de ne pas prendre ces mots au sérieux. Puis, il lui tend un parchemin et lui demande de l'ouvrir. Irène lui, demande ce que c'est. Irène commence à lire. L'instructeur Ron Taral lui explique qu'il s'agit du classement des étudiants basé sur les résultats du premier test. Il le rassure en disant que ce classement est un classement intermédiaire, que contrairement à l'évaluation finale, celui-ci n'avait pas beaucoup d'impact sur l'admission officielle à l'académie. L'instructeur ajoute que ce premier test avait pour but de déterminer approximativement le niveau d'endurance des étudiants en pré-recrutement. Irène fut choquée en voyant son nom tout en bas de la liste, à la 400e place. Il est littéralement le dernier du classement. L'instructeur Ron Taral pose ensuite ses mains sur ses genoux, et dit que plus on était haut dans le classement, plus on était heureux. Et que plus on était bas, plus on avait la motivation à essayer de s'améliorer en travaillant plus dur. Il demande ensuite à Irène s'il n'est pas d'accord. Ouvrant les yeux, l'instructeur Ron Taral déclare que ce classement allait changer du tout au tout dans un an, qu'il ne devrait pas s'inquiéter à propos de ça. Une pensée traverse l'esprit de l'instructeur, bien qu'il tente de remonter le moral du protagoniste, ce dernier ne semblait pas vraiment être triste. Voyant le garçon légèrement contrarié en regardant le parchemin enroulé, l'instructeur Ron Taral note mentalement qu'Irène est comme le disent les rumeurs, il le trouve intéressant. L'instructeur Ron Taral fait ensuite sortir Irène du lit et le pousse doucement par les épaules, tout en souriant, il dit qu'Irène ne devait pas manquer les cours dès le premier jour. La scène se tourne ensuite vers une grande salle, l'instructeur aux cheveux verts, debout à une table, salue tous les étudiants en pré-recrutement. Il leur demande s'ils ont bien dormi dans leur nouvel environnement. Des centaines d'étudiants, assis dans un immense amphithéâtre, répondent tous affirmativement. L'instructeur, posant ses mains sur la table et fermant les yeux, déclare qu'ils se sont tous bien débrouillés. Il ajoute qu'il est content de faire leur connaissance à tous. Puis il se présente sous le nom de Karaka, il dit qu'il est l'un des instructeurs responsables de leur formation. Faisant un geste de la main pour leur montrer leur emploi du temps, il leur expliqua qu'à partir de maintenant, leur journée suivrait ce programme. De 6h à 8h, réveil et petit déjeuner. De 8h à 12h, entraînement. De 12h à 13h, déjeuner. De 13h à 17h, entraînement. De 17h à 18h, dîner. De 18h à 19h, entraînement mental et cours généraux. Il précise que si des changements survenaient, il serait informé. Les étudiants écoutent tous attentivement les consignes de l'instructeur Karaka. Celui-ci ajoute qu'ils pourront avoir du temps libre après avoir accompli leurs tâches quotidiennes. Qu'à partir de ce jour, ils avaient accès à toutes les zones extérieures,
à la salle de sport intérieure et à d'autres espaces d'entraînement disponibles à l'académie. Que tout le monde pouvait utiliser son temps libre pour s'auto-former, qu'il pouvait accéder aux espaces d'entraînement à tout moment. En baissant les yeux avec un sourire, Irène se dit mentalement qu'il pourrait enfin reprendre son maniement d'épée ici. Au même moment, l'instructeur lève son pouce en l'air, en disant « Cependant ». Il précise ensuite que l'entraînement avec les armes était interdit, que cela concerne tous les types d'armes qui existent. En entendant ces mots, Irène se mit à regarder le professeur avec stupéfaction, n'en croyant pas ses oreilles. Lors d'une nuit sombre et nuageuse, on peut voir un bâtiment doté de 4 pièces éclairées. Un groupe de 5 étudiants de l'académie semble se balader dans la nuit, ils s'approchent de la porte du bâtiment. L'un des garçons, tout en marchant, demande au garçon aux cheveux bleus, en l'appelant Seigneur Lloyd, s'il n'a pas trouvé les cours ordinaires ennuyeux. En levant légèrement la main, ce dernier affirme qu'il avait failli s'endormir en écoutant la théorie. Alors que le Seigneur Lloyd s'est avancé vers la porte, le garçon aux cheveux verts ricane et répond en taquinant que c'est certainement parce que son camarade n'a rien compris qu'il a trouvé les cours ennuyeux. Le regardant avec colère, le garçon lui dit de se taire, car il comprenait en tout cas parfaitement ce que le garçon aux cheveux verts disait maintenant. En entrant dans la pièce derrière la porte, le groupe d'étudiants examine la pièce avec surprise, l'un d'entre eux affirme trouver la pièce plutôt spacieuse. C'était une salle de sport où un grand nombre de personnes étaient en train de s'entraîner, la salle était plutôt bien équipée. En regardant autour de la salle, l'un des garçons remarqua que beaucoup travaillaient dur dès le premier jour. Un autre garçon ajoute avec assurance qu'il pense que leur motivation ne durera pas. Surpris, le regard de Lloyd semble soudainement attiré par quelque chose en particulier. En effet, celui-ci était en train d'observer une personne qui soulevait une barre avec beaucoup de poids. C'était une fille aux cheveux argentés et au dos musclé, portant une barre sur ses épaules. Concentrée, la fille faisait ses squats tout en portant une lourde charge sur les épaules. Observant la scène contemplatif, Lloyd pense au nom de cette personne qui est Ilia Lindsay. Il pense que les rumeurs à son sujet étaient en fait sous-estimées. Selon lui, rien qu'en l'observant, on ressentait immédiatement une pression. Mentalement, Lloyd pense qu'elle n'a pas du tout l'air d'une étudiante en pré-recrutement. Il trouve que les autres étudiants ne sont pas à sa hauteur. Il note également qu'en se tenant à côté d'elle, il se sent inférieur. Tout en la représentant au sommet des marches, Lloyd pense qu'elle est à un tout autre niveau. Un des garçons, étonné par la fille, demanda comment elle avait pu obtenir une telle condition physique. Étant donné qu'elle n'avait qu'1 an de plus que lui. En regardant le protagoniste faire du développé couché avec une barre vide, 2 garçons remarquent que même le bon à rien de Noble avait lui aussi pris goût à l'entraînement physique. En souriant, l'un des garçons déclare qu'il avait vraiment travaillé dur pendant le dernier test. Il ajoute qu'Irène a l'air d'une personne complètement différente. Le deuxième garçon répond que c'est absurde, car selon lui, Irène aurait dû commencer il y a longtemps. Il demande pourquoi Irène est-il restée inactive pendant tant d'années avant de se mettre subitement à travailler aussi dur. Regardant le protagoniste soulever la barre avec toutes ses forces, les garçons rient et disent qu'il semblerait qu'Irène pourrait perdre connaissance à nouveau. La fille aux cheveux blancs, après avoir terminé sa série, essuie silencieusement la sueur de son front puis regarde les garçons. Lloyd, passant devant ses amis, déclare qu'il n'avait pas de temps à perdre à regarder des choses inutiles et qu'il devait partir. Sur son chemin, Lloyd se retourne ensuite pour regarder une fille aux cheveux rouges. En voyant à quel point elle faisait ses exercices avec application, il pense mentalement qu'elle s'appelait Judith. Elle a réussi à le déloger de la 2e place du classement. Il note également qu'elle semble avoir dû travailler dur pour entrer à l'académie. Alors que celle-ci semblait épuisée, après avoir fait différents exercices dans la salle de gym. Lloyd lui jette un regard froid, tout en pensant que cependant, qu'il ne permettrait plus à quelqu'un comme elle de lui voler sa place. En serrant les poings, il la regarde avec colère. Se retournant brusquement, Judith lui dit d'arrêter de la fixer. Lloyd, surpris, ne s'attendait pas à cette réaction de la part de Judith. Figé par les paroles de Judith, Lloyd demande si elle s'adressait à lui. Elle répond avec colère qu'il doit être aveugle, car elle ne voit personne d'autre ici. Elle lui dit de partir, car il perturbe sa concentration. Les amis de Lloyd accourent aussitôt, et commencent à lui demander agressivement ce qu'elle lui avait dit, affirmant qu'il était un noble seigneur de la famille Lloyd. Il crie sur Judith, en lui disant qu'une personne insignifiante comme elle n'avait pas le droit de manquer de respect au seigneur Lloyd. Alors les amis de Lloyd exigeaient de la fille qu'elle s'agenouille pour demander pardon à leur seigneur Lloyd. Judith, elle, tenant un haltère dans sa main,
leur dit avec dégoût que leur haleine sentait mauvais. Elle pensait pourtant qu'ils mangeaient tous la même nourriture. Se tournant vers sa gauche, elle leur ordonna de se taire 1 minute. Lloyd regarde Judith avec incrédulité, il commence à formuler une question puis s'arrête. Il regarde ensuite dans la direction fixée par Judith, avant d'être également surpris par la vue de quelque chose. En un instant, les 2e et 3e places du classement fixaient un coin de la salle. Ils étaient en fait en train de regarder Ilia, qui était en train de s'approcher du protagoniste. Ilia s'excuse avec un visage intéressé. Poliment, elle demande ensuite si elle pouvait parler à Irène. Irène pose alors la barre sur sa poitrine, et regarde la fille blonde avec une expression de surprise. Intriguée, Judith observe leur conversation en silence. Ils s'échangent des regards, mais aucun des deux ne parvient à débuter une discussion. S'inclinant légèrement, Ilia pointe son doigt vers le corps d'Irène et lui dit quelque chose. Plusieurs personnes observent leur interaction avec surprise, certains en oublient même ce qu'ils étaient en train de faire. Ayant fini sa conversation, Ilia s'éloigne calmement. Tandis qu'Irène, souriant légèrement, s'assoit sur le banc pour faire de l'exercice. L'interaction entre les deux étudiants semble se finir ainsi, chacun retourne ensuite à ses occupations. On peut voir qu'Ilia ouvre ensuite une porte, avant de quitter la pièce. Elle referme ensuite la porte, laissant résonner un bruit de claquement dans la salle. Affichant une expression neutre au visage, Irène regarde Ilia quitter la salle en silence. Après être restée un moment sans réagir, Irène regarde brusquement à sa droite. Les personnes à proximité se mirent précipitamment à détourner rapidement le regard et à reprendre leurs exercices. Lloyd et Judith, en regardant le protagoniste, se dirent mentalement qu'ils n'avaient rien entendu. Judith met ensuite un haltère dans les mains du garçon aux cheveux verts, avant de se diriger vers la direction d'Irène. Cependant le garçon, tout en étant emporté par le poids de l'haltère, rappelle à Judith qu'ils n'ont pas encore fini leur discussion. Ayant repris son entraînement, et soufflant après chaque mouvement, Irène fait son développé couché avec un regard concentré. Tout de suite après, Judith l'interpelle d'une voix autoritaire, lui disant « Hey !» Surpris, Irène se tourne vers elle, ne comprenant pas pourquoi il se fait encore interrompre. En s'approchant plus près d'Irène, Judith lui demande s'il l'ignore. Elle continue en disant « Ne répond-il pas quand on l'interpelle ?» Se redressant rapidement, Irène s'excuse et lui demande ce qu'il peut faire pour elle. La fille répond froidement qu'elle n'attend rien de spécial de lui. Elle ajoute qu'il doit tout dire rapidement. Surpris, Irène demande de quoi elle parle. En se rapprochant de son visage, Judith dit « Il y a Lindsay ». Ne perdant pas de temps, Judith demande directement de quoi Irène avait-il discuté avec Ilia. Judith ne semble pas satisfaite de la réponse d'Irène, elle lui redemande « Quoi ?» Surpris par la réponse d'Irène, elle pose ses mains sur ses hanches et demande, incrédule, s'il pensait pouvoir la tromper. Elle s'exclame ensuite, qu'Ilia lui aurait seulement expliqué comment utiliser correctement les équipements de la salle. Irène, levant la main timidement, déclare qu'il ne mentait pas. Que c'est tout ce dont ils ont parlé. En le regardant avec incrédulité, Judith demande s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Si elle est sa petite amie, Irène répond qu'ils s'étaient vus pour la première fois ce jour-là. Soupirant et se retournant, la fille repart aussitôt. Avant de partir, elle lui dit de montrer une expression moins tendue, car les gens risquent de penser qu'elle l'agresse. Regardant la fille s'éloigner, le protagoniste pense mentalement à la raison pour laquelle Judith le harcèle. En levant la barre au-dessus de sa tête, il se dit qu'il était temps pour lui de s'entraîner et qu'il ne devait plus penser à ça. Fatigué, il reprit son exercice en réfléchissant à ce qu'il devait faire correctement, en tenant compte des conseils d'Ilia. Lloyd s'approche à son tour d'Irène et demande lui aussi à savoir, de quoi il avait discuté avec Ilia. Il demande également à ce qu'Irène lui raconte aussi sa discussion avec Judith. Un mois s'écoula. Nous retrouvons ensuite Lloyd, en train de boire une boisson dans sa gourde. Un de ses camarades, allongé sur le sol de la salle, remarqua qu'ils avaient eu la même routine quotidienne depuis un mois entier. Il demande aux autres s'ils ne trouvent pas un peu abusé, qu'on ne leur ait pas encore donné l'autorisation de se servir d'épée. Lloyd détourne le regard à ce moment-là, il semble distrait par autre chose. Observant le protagoniste faire des squats avec une barre. Ilia, supervisant attentivement son entraînement, lui dit de ne pas courber son bas du dos. Croisant les bras, elle ajoute qu'il doit respirer plus régulièrement. Irène, lui, s'efforçait de bien suivre les consignes d'Ilia. Lloyd, s'étirant les bras, ferme légèrement les yeux et se dit mentalement qu'il n'y avait pas de raison de prêter attention à ces deux-là.
Regardant Ilya donner activement des conseils au protagoniste, il pense qu'il ne pourra jamais gagner s'il ne fait rien. D'après lui, après tout, c'est de Ilya Lindsay que l'on parle. En regardant Irène, dont le visage était en sueur à cause de la difficulté des squats avec une barre, Lloyd déclare qu'il était l'exact opposé. Selon Lloyd, Irène s'est certainement fait pistonner par quelqu'un pour arriver à l'académie. Une image d'un garçon en train de courir apparut dans son esprit. Lloyd se demande si un garçon qui n'avait jamais fait d'effort dans sa vie pouvait le battre en s'entraînant soudainement à fond. Lloyd pense intérieurement que le protagoniste ne renonçait pas uniquement parce qu'Ilya le soutenait, mais aussi parce que les moqueries des autres servaient de motivation. Une image du protagoniste tombant dans un abîme imaginaire apparut. Lloyd déclare que lorsqu'Irène s'habituera à tout cela, il reprendra certainement ses vieilles habitudes, redevenant ainsi le même noble bon à rien que tout le monde connaît. Se retournant, Lloyd dit à ses coéquipiers d'aller au stade. Une pensée traversa son esprit, son objectif est de pouvoir atteindre la 2e place. En sortant du bâtiment, Lloyd regarde droit devant lui, il montre un air de mécontentement. En fait, Judith était déjà présente au stade, en train de courir aussi vite qu'elle le pouvait. En voyant ses efforts, un des amis de Lloyd déclare qu'elle est résistante, car elle vient ici tous les jours avant eux. Le second répond que c'était évident, car une roturière devait travailler dur pour survivre. Lloyd serra légèrement les dents, et pinça les lèvres en avançant. Il dit ensuite à ses amis qu'ils devaient commencer à courir. Cependant, l'un d'entre eux ne se sentant pas encore prêt s'exclame « Quoi ? Déjà ?» Regardant devant lui, Lloyd leur dit qu'ils peuvent traîner derrière s'ils sont fatigués. Puis, en se retournant, il déclare avec froideur et confiance que, s'ils étaient capables de plus, ils devaient puiser chaque goutte de force en eux-mêmes pour le rattraper. 3 mois plus tard, on peut voir 2 personnes entrer dans la salle de sport bondée. Ce sont en fait 2 enseignants de l'académie, qui entrent dans la salle en souriant. Celui aux cheveux rouges déclare que les étudiants y vont vraiment à fond. Le deuxième rétorque qu'ils sont nombreux cette année. L'un des enseignants note que leur trio inégalé continue à faire preuve d'autodiscipline. L'instructeur faisait en fait allusion à Judith, qui était en train de faire des exercices de saut sur une table. À Lloyd, qui était en train de courir. Et à Ilya, qui faisait du développé couché. Ensuite l'instructeur Karaka, se tournant vers le protagoniste, commence à le désigner par son surnom de noble bon à rien. Mais s'arrête, puis dit « non ». Il continue à regarder le garçon, puis se met à sourire. En regardant le protagoniste, qui soulevait des haltères sur un banc, il déclare qu'on ne peut plus le qualifier de noble bon à rien. La scène se tourne ensuite vers un amphithéâtre où nous pouvons voir le professeur aux cheveux rouges, les mains derrière le dos, annoncer qu'il avait une information à communiquer aux élèves. Irène, ainsi que le reste des élèves, écoutent attentivement. Le professeur leur dit que l'évaluation de milieu d'année approchait. L'enseignant frappe ensuite dans ses mains, se préparant à entrer plus en profondeur dans ses explications. Puis en montrant une carte derrière lui, il explique que les élèves allaient devoir prendre part à une course pour cette évaluation. Que c'est le parcours qu'ils allaient devoir faire en courant. Il précise que tout ce qu'ils avaient à faire était de finir la course dans le temps imparti. Plusieurs élèves regardent la carte avec surprise et crainte, disant qu'il était impossible de courir une telle distance dans un temps si court. Croisant les bras, l'enseignant déclare qu'il n'y a rien de compliqué, que c'est un condensé de tout ce qu'ils ont appris durant les 4 derniers mois à l'académie. À savoir, à courir et à nager. Le professeur explique que pour cette évaluation, le classement n'a aucune importance, que le principal était de finir le parcours dans le délai. Lloyd écoute attentivement l'enseignant et est surpris par un détail. L'enseignant ajoute que les 5 premiers à franchir la ligne d'arrivée recevraient personnellement des récompenses du directeur de l'académie. Il dit alors aux élèves que c'est une bonne motivation. Pas vrai? L'enseignant, avec une cicatrice sur le visage et un sourire expressif, précise que l'examen aura lieu dans 10 jours, à 9 h du matin. Que jusqu'à cette date, les cours seraient suspendus. Il ajoute que les élèves peuvent utiliser tout leur temps comme ils le souhaitent, mais ils ne devraient pas oublier de se nourrir. À la fin de son discours, l'homme leur souhaite bonne chance. Nous retrouvons ensuite le groupe d'amis de Lloyd. Un de ses amis, en levant la main demande si tout ira bien pour Lloyd. Le garçon aux cheveux verts crie, que naturellement, que Lloyd en est capable, qu'il n'est pas comme lui. Regardant droit devant lui, Lloyd pense qu'en dépit d'opposants tels qu'Ilya et Judith, ainsi que d'autres personnes, rien ne devrait l'empêcher de figurer parmi les 5 premiers, même dans le pire des cas. Se tournant et regardant froidement sur le côté, il se demande
Alors pourquoi? Il se demande pourquoi la présence d'Irène l'agace-t-il autant. Le protagoniste s'entraînait dur, courant en cercle. Un nouveau jour se leva, le soleil matinal illuminait le petit château. Dans la salle de sport, une personne termine son exercice, expire, et pose la barre. Serrant les poings, on peut voir que c'est Judith, qui déclare avec un sourire qu'elle avait battu son propre record et qu'elle pouvait s'arrêter pour aujourd'hui. Entendant des bruits inhabituels, Judith se retourne pour voir ce qui en était à l'origine. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise, en regardant cette personne. Devant elle, Irène était agenouillée, respirant activement. Irène, trempée de sueur, se relève puis essuie la sueur de son visage. Judith note qu'il s'est encore entraîné jusqu'à dépasser les limites de son corps. Ses capacités physiques s'étaient améliorées de façon significative depuis son admission. Sans se reposer, le protagoniste commence de nouveau à faire des squats avec une barre. La fille rousse se demande mentalement, comment il fait pour continuer ainsi? Elle serre ensuite le poing et se demande si sa propre volonté était vraiment plus faible que celle d'un type qu'on appelle le noble bon à rien. Prenant la barre dans ses mains, elle commence à la soulever avec une grande persistance, déclarant mentalement qu'elle ne peut l'accepter. Nous sommes à présent à J-1 du jour de l'évaluation du milieu d'année. Les instructeurs sont encore une fois venus observer les étudiants en salle de sport. L'instructeur Karaka, les mains sur les hanches et un sourire sur le visage, demande à l'autre enseignant, combien de personnes selon lui, participent à la compétition cette année? Croisant les bras, l'instructeur aux cheveux rouges devine qu'environ 30 personnes participeraient cette année. Un vieil homme à la barbe blanche s'approche des enseignants et déclare que 30 personnes, c'est déjà pas mal. En le regardant, l'instructeur aux cheveux rouges demande au directeur ce qui l'amène ici. Avec un sourire, le maître Bran, qui est également le directeur de l'Académie d'épéistes de Chrono, répond qu'il avait décidé de ne pas répéter les erreurs de l'année dernière. Il voulait tout voir de ses propres yeux plutôt que d'entendre les récits de la bouche de quelqu'un d'autre. Serrant la main de l'instructeur Karaka, il demande si c'est bien lui le nouveau venu du royaume d'Adam. Accueillant le directeur avec un sourire, l'instructeur confirme cette déclaration et affirme que c'est un honneur pour lui de rencontrer le directeur Bran. Plissant légèrement les yeux, le directeur Bran demande à l'instructeur quel âge il lui donnait. Souriant avec incertitude et bégayant légèrement, l'instructeur Karaka répond qu'il semble avoir environ 52 ans. Tout en rigolant, le directeur Bran tient le jeune homme par l'épaule et déclare qu'il ne supportait pas les flatteries. Il ajoute cependant que, désormais, il allait doubler le salaire de l'enseignant. Gêné, l'instructeur Karaka remercie le vieil homme. On nous informe par ailleurs que le directeur Bran est en fait âgé de 90 ans. Les regardant avec incrédulité, l'instructeur aux cheveux rouges pense mentalement que l'autre instructeur ne devrait pas le croire, car ce n'est pas le directeur de l'école qui calcule les salaires. Regardant autour de la salle de sport, le directeur Bran note que l'atmosphère ici n'était pas la même que l'année dernière. Il suppose que tout cela était le résultat du travail acharné des enseignants. L'instructeur Karaka répond que le directeur les surestimait. En observant les élèves, le directeur Bran réfléchit. L'enseignant Karaka se tourne vers lui, puis tente de comprendre à quoi le directeur pouvait bien penser. Regardant Ilya, l'instructeur Karaka affirme que cette même fille est la deuxième pépite de la famille Lindsay, réputée pour ses épéistes. Ilya était en train de soulever une barre au même moment. L'instructeur déclare qu'elle est incroyablement intelligente et talentueuse, comme il convenait aux membres de sa famille. Jusqu'à présent, elle avait pris la première place dans toutes les matières. Le directeur Bran, en la regardant, dit qu'elle aurait mieux fait de choisir sa propre voie plutôt que de suivre le même chemin que les autres. Il note également qu'elle était une enfant malheureuse. Il demande si c'est vraiment ainsi que fonctionne le monde et exprime l'espoir qu'un jour elle puisse se libérer de ses attaches. Ils observent ensuite Judith. Judith continuait obstinément à s'accroupir avec la barre. Le directeur demande si c'était bien de cette fille qu'ils avaient parlé la dernière fois. L'instructeur Karaka confirme. De la sueur coulait sur le visage de la fille aux cheveux rouges alors qu'elle faisait de son mieux pour terminer son exercice. Le directeur Bran demande s'ils avaient essayé de l'arrêter. Car selon lui, Judith se surmenait manifestement. Fermant légèrement les yeux, l'instructeur répond que, bien sûr, qu'ils avaient essayé, mais qu'elle ne voulait pas écouter. L'instructeur pense qu'elle doit probablement être la plus têtue de tous les apprentis. Se déplaçant, le directeur Bran déclare qu'il valait tout de même la peine de l'arrêter, car ce serait un grand gâchis si un tel talent se détruisait lui-même. Il ajoute qu'elle a probablement une bonne raison de se donner autant de mal.
Il affirme qu'il va essayer de lui parler. Le directeur s'approche ensuite de la fille, qui pose la barre au sol après avoir terminé son exercice. Voyant cela, l'instructeur Karaka demande à son collègue s'il pense qu'il a une chance de la convaincre. L'instructeur aux cheveux rouges répond que, bien sûr. Car elle ne pouvait pas désobéir au directeur Bran. Il pousse ensuite un cri de surprise en voyant le directeur Bran s'éloigner de la fille. Celle-ci s'est mise aussitôt à reprendre ses exercices de musculation. Le vieil homme s'approche ensuite de l'instructeur aux cheveux rouges en riant légèrement, il déclare qu'elle est une enfant très obstinée. Il ajoute également qu'elle avait dit qu'elle n'arrêterait que seulement si on lui donnait une bonne raison de le faire. Regardant l'instructeur avec un sourire, le directeur demande par la suite où se trouve Irene Pereira. On nous montre alors une image d'haltères de différents poids rangés. En penchant légèrement la tête, l'instructeur aux cheveux rouges regarde le protagoniste et demande combien de temps s'était écoulé. L'instructeur Karaka lui répond discrètement que ça fait 30 minutes qu'il fait ça. On pouvait apercevoir dans un coin de la salle de sport, Irene Pereira en train de faire des squats avec une barre. Se retournant, le directeur Bran s'éloigne dans une autre direction. En regardant droit devant lui, il ordonne de le laisser faire. Ce qui choque les instructeurs, qui s'exclament « Vous voulez qu'on le laisse continuer ?» Tournant son regard vers les instructeurs, le directeur Bran leur demande de ne pas l'arrêter, sauf si lui-même abandonnait. Observant les efforts surhumains du protagoniste, le directeur affirme que son esprit domine désormais son corps. Irene s'effondre par la suite sur son lit, épuisé des efforts physiques intenses qu'il vient de faire. Il expira profondément, et pose sa main sur sa poitrine. En regardant sa paume, il pense mentalement qu'il s'était passé beaucoup de choses inhabituelles ces derniers mois. Se remémorant les visages de Judith et Lloyd, il se dit que les personnes qui l'ignoraient et qui se moquaient de lui avaient commencé à faire attention à lui, il trouve que ça fait bizarre. En repensant à Ilia, il se demande pourquoi elle l'aide. Selon lui, elle n'est pas du genre à venir en aide aux autres par sympathie. Posant son poing sur sa tête, il se dit qu'il devait arrêter de réfléchir. On voit ensuite une image de tissu rouge. Une personne enveloppée dans une robe rouge tenait le protagoniste somnolent dans ses bras, alors que celui-ci semblait être interpellé par quelque chose. Il pense connaître cet endroit. Il pense qu'il n'était pas venu à cet endroit depuis longtemps. Tout en étant enveloppé dans les bras de cette grande dame, il déclare qu'il n'a jamais quitté son lit parce qu'il voulait continuer à venir ici. Continuant à rester dans les bras de la dame, il se dit que, bien que ce ne soient pas les bras de sa mère, ils étaient tout de même très réconfortants. Tenant le tissu rouge avec sa main, Irene pense que ça serait bien de pouvoir dormir ici pour toujours. Une lumière blanche éclaire ensuite le protagoniste et la grande dame, interrompant les pensées d'Irene. Un immense flux d'énergie envahit alors toute la pièce, celle-ci brillait d'une lumière très intense. Un homme musclé, torse nu, sort de la lumière tenant une épée à 2 mains. Irene le regarde avec surprise, son regard semble contemplatif. La dame essaie de retenir la main d'Irene, alors que celui-ci semblait s'éloigner peu à peu. Irene se retourne soudainement vers la dame en robe rouge, la regardant dans les yeux. Il pose calmement sa main sur la sienne, avec gentillesse et délicatesse. Ensuite, avec un doux sourire, Irene la remercie pour tout. Se retournant, il exclame qu'il est maintenant temps pour lui de partir. On ne voit de la fumée émaner du corps d'Irene, qui était couché sur le lit. Il se lève alors que son corps entier en était recouvert, il serre les poings et adopte une posture plus confiante. On voit ensuite une personne marcher le long d'un chemin sablonneux, bordé de forêt. Plusieurs élèves se tournent vers lui et remarquent ses vêtements trempés. Ils supposent qu'il avait probablement passé la nuit à s'entraîner. Un ami de Lloyd s'exclame avec un ton moqueur, qu'Irene est exaspérant et que si l'évaluation impliquait d'avoir des adversaires, il affirme avec confiance qu'Irene aurait sûrement immédiatement échoué. Se tournant vers Judith encore épuisée, Lloyd pense mentalement qu'elle s'est également surmenée ces derniers jours, et qu'elle n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Le regard confiant avec un sourire victorieux, il se dit que s'il ne baisse pas sa garde, il aura la 2e place dans sa poche. Perdu et triste, le protagoniste regarde le sol. Ilia se tourne vers lui, remarquant son apparence déprimée. L'instructeur aux cheveux rouges, faisant un geste de la main. Il crie qu'il était 8h55, et ajoute qu'il allait maintenant expliquer à nouveau les règles de l'évaluation de milieu d'année une dernière fois. Une image du parcours de l'épreuve apparaît. Il se compose de 4 étapes, chacune supervisée par un instructeur. L'instructeur explique aux élèves que ce n'est qu'après avoir franchi une étape qu'ils pourront passer à la suivante.
L'instructeur rappelle que pour cette évaluation, il était seulement important de respecter le temps imparti. Il leur dit également de ne pas se laisser impressionner par les autres, mais plutôt de montrer les progrès qu'ils avaient réalisés au fil du temps. L'instructeur leur dit ensuite de se préparer pour commencer. Il hurle fort pour donner le départ du début de l'évaluation. On peut voir les visages d'Ilya, Lloyd, Judith et Irène apparaître, nous montrant leur expression avant le début de l'évaluation. La première étape s'appelait le « push press ». Les étudiants devaient soulever du poids en position debout. Ilya réussit brillamment, accomplissant la tâche rapidement et avec précision. La concentration se reflétait sur son visage alors qu'elle effectuait l'exercice. Lloyd se tourne vers la fille et pense mentalement qu'elle était vraiment rapide. Il se dit qu'il ne pourra jamais rivaliser avec elle, même en déployant toutes ses forces. En observant ses amis, il se dit qu'il doit à tout prix être le deuxième à réussir après Ilya. Beaucoup peinaient à réaliser l'exercice. Sur le visage de Lloyd, on pouvait lire qu'il faisait tout son possible pour réussir le test. Soudain, ses yeux s'écarquillent de surprise à la vue de quelque chose. Il venait de voir l'un des étudiants réaliser l'exercice avec énergie, cette personne semblait également très motivée à réussir l'évaluation. L'instructeur Karaka, tenant des documents en main, regardait lui aussi, stupéfait. C'était Irène. Son visage rougi témoignait de l'effort qu'il déployait pour effectuer des répétitions rapides et précises. En observant le personnage principal, Lloyd se demande mentalement s'il était sain d'esprit, et s'il comptait vraiment s'effondrer dès la première étape. Lloyd, légèrement vexé et embarrassé, entendit qu'Ilya avait terminé la première étape. En regardant son dos, il déclare mentalement que c'était incroyablement rapide. Aussitôt, l'instructeur appelle ensuite le nom d'Irène. Lloyd se dit à ce moment-là que ça ne peut pas être vrai. Visiblement essoufflé et couvert de sueur, Irène se dirige vers la deuxième étape. Voyant Irène progresser, plusieurs personnes se demandent comment c'était possible. Certains disaient de l'oublier, car il sera sûrement hors jeu avant la fin. Vient ensuite la deuxième étape, le box jumping. Le protagoniste saute sur la boîte avec la ferme intention de laisser les autres rire autant qu'ils le veulent. Il se dit mentalement qu'il comprenait leur confusion. Déployant à nouveau toute sa force dans un saut, il pense qu'il est lui-même surpris. Quelque chose en lui semblait avoir changé, comme si son corps était littéralement en feu. Il n'a pas l'impression d'en faire trop, comme il avait l'habitude auparavant. Ses pieds frappaient le sol de manière répétée. En ouvrant grand les yeux, Irène réalise mentalement qu'il n'était pas encore à son maximum. L'instructeur aux cheveux rouges, abasourdi, observait le protagoniste accélérer la cadence. À ce moment-là, Irène pense qu'il devait aller encore plus vite. Se disant à chaque fois que ce n'était pas assez. Plus vite, répéta-t-il. Il note mentalement que sa vitesse actuelle n'était pas suffisante et qu'il devait gagner en agilité. L'instructeur, surpris, annonce qu'Irène avait passé la deuxième étape. Les haltérophiles, Lloyd et ses amis, n'en revenaient pas. Lloyd se retourne ensuite, remarquant autre chose sur son radar. On pouvait entendre des cris mêlant douleur et effort, c'était Judith qui soulevait la barre avec détermination. Le directeur Brand, souriant, observait les efforts de la nouvelle génération d'étudiants. Il y avait ensuite la troisième étape, la course sur une longue distance. Le protagoniste, balançant activement ses bras, courait de toutes ses forces. Ilya se retourne, en l'entendant se rapprocher, réduisant progressivement l'écart de distance entre deux. Avec un regard déterminé et confiant, Irène continuait à courir. Ilya, concentré, transpirait en poursuivant la course, ne laissant aucune distraction perturber ses efforts. Le protagoniste, dans un état euphorique, note mentalement qu'il ressentait une sensation bizarre. Secouant légèrement la tête, il continue de courir. Levant les yeux, il regarde droit devant lui. Observant Ilya en face de lui, menant la tête de la course. Il s'exclame intérieurement qu'il voulait la dépasser. Accélérant brusquement, on peut voir derrière lui les jambes d'une autre personne approcher à vive allure. Irène fut surpris par cette arrivée soudaine d'un nouveau prétendant, et observe attentivement. Il semblerait que ce soit en fait Judith, qui après avoir complété les étapes précédentes, s'est dépêchée de rattraper et dépasser les étudiants en tête de course. La bouche légèrement ouverte de surprise, le protagoniste prononce son nom, Judith. La tête baissée, Judith courait de toutes ses forces, chaque pas demandant un effort immense. Elle se persuade mentalement qu'elle ne perdra pas. Qu'elle ne perdra jamais.
tout en continuant d'accélérer le pas. Elle se remémora les jours où elle s'entraînait inlassablement, faisant des pompes au sol. Et tout ce que cela lui avait coûté pour en arriver là. Plusieurs garçons, observant la fille agenouillée, se demandaient si elle avait réellement postulé à l'Académie Chrono, sachant qu'elle ne venait même pas d'une famille aristocratique. L'un d'entre eux lui avait dit avec mépris qu'elle essayait juste de se donner une importance qu'elle n'avait pas. Ignorant leurs remarques, Judith s'était mise à serrer le sol avec sa main pleine de cicatrices. Faisant des abdos, elle était déterminée à travailler encore plus dur pour atteindre ses objectifs. Serrant les dents, Judith se jure à elle-même qu'elle ne perdrait jamais face à qui que ce soit. Jamais. Elle saute ensuite dans l'eau, tout en criant les mots « Je ne perdrai jamais ». On nous explique ensuite que la 4e étape de l'évaluation consiste à faire une épreuve de natation sur longue distance. On nous montre en même temps Judith en train de nager avec force dans la rivière. Avalant de grandes bouffées d'air, elle avançait rapidement. C'est alors que brusquement, l'expression du visage de Judith changea d'un coup. Il semblerait qu'une douleur aiguë s'est manifestée au niveau de sa jambe, tout semble indiquer que ce soit une crampe. Serrant les dents, Judith se demande mentalement, pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Hésitant une seconde, elle regarde devant elle, ne sachant pas quoi faire. Ilia parvient ensuite à la dépasser, alors qu'elle est toujours immobilisée par la crampe à sa jambe. En observant Ilia nager activement, Judith pense qu'elle avait peut-être surestimé ses capacités. Mais, malgré tout, elle se demande si elle n'y arriverait vraiment pas? Même si elle sait très bien que ce qui lui arrive en ce moment est dû au fait qu'elle s'est beaucoup trop surmenée. Elle recommence à nager, fixant le dos d'Ilia. Elle se force mentalement à avancer. Frustrée, des larmes coulent sur son visage bouleversé, alors qu'elle ne parvient plus à faire un geste de plus pour avancer. Ressentant la douleur, Judith dit alors tristement que c'est trop dur, avant de couler lentement, s'enfonçant de plus en plus profondément dans l'eau. Elle commence à tomber progressivement dans les vapes, et pense qu'elle voulait se reposer. Alors qu'elle commençait à perdre conscience, elle ressentit quelque chose d'étrange. Le protagoniste la ramène à la surface de l'eau, sauvant celle-ci avant que l'inévitable n'arrive. N'étant pas encore complètement inconsciente, Judith lutte pour maintenir ses yeux ouverts. Elle aperçoit alors le visage trempé d'Irène, bien déterminée à se battre jusqu'au bout pour sa camarade. Nous retrouvons Irène, qui se démène pour sortir Judith de l'eau, celle-ci crachait de l'eau en même temps qu'elle se faisait tirer par Irène. Judith parvient ensuite à ouvrir vaguement les yeux, et demande à Irène ce qu'il est en train de faire. Elle voit le visage fatigué, trempé et déterminé d'Irène. Judith dit ensuite à Irène qu'il est si ennuyeux. Tandis qu'Irène, résolue à la sortir de là, nageait vers le rivage, il lui répond alors qu'ils étaient presque au bord. Une fois sortis de la rivière, les deux rampent sur le rivage, complètement trempés. Ensuite, Irène, inquiet, demande à Judith si elle allait bien. Au même moment, l'instructeur Karaka court vers eux, et lui dit de le laisser s'occuper de Judith et de reprendre l'évaluation. Alors que d'autres étudiants plongeaient dans l'eau, Irène répond par l'affirmatif à l'instructeur avant de retourner finir la course. L'instructeur Karaka étant déjà arrivé auprès de Judith, ordonne à Irène de se dépêcher de reprendre la course. En entendant ces mots, Irène s'exécute immédiatement. Reprenant brièvement ses esprits, Judith serre la mâchoire alors que des gouttes d'eau coulaient sur son visage. Elle observe Irène courir jusqu'à l'eau, tout en refermant progressivement les yeux. Irène commence à ce moment-là, à replonger dans la rivière. Alors qu'Irène était en train de sauter dans l'eau, Judith le traite d'imbécile avant de s'évanouir complètement. Une scène montre ensuite le corps d'une personne accroupie en pleurs, les larmes tombant au sol. Le garçon, désespéré, affirme qu'il avait tout donné mais qu'il avait échoué quand même. Levant les yeux, il entend un instructeur lui dire qu'il est trop tôt pour abandonner, appelant celui-ci « recrue ». Avec un sourire, ce dernier explique qu'il lui reste une seconde évaluation, beaucoup plus clémente que la première. L'instructeur Karaka lui explique que s'il ne renonce pas, il réussira certainement. Tout en rejoignant ses camarades, le garçon promet avec détermination que la prochaine évaluation sera la bonne. L'instructeur aux cheveux rouges s'approche ensuite, affirmant qu'il n'en attendait pas moins des élèves de cette année, que beaucoup de candidats avaient réussi la première évaluation, contrairement à l'année précédente. En faisant un geste avec la main, l'instructeur Karaka reconnaît que cette année est différente, que de nombreux talents s'étaient présentés, mais selon lui, le plus incroyable dans l'évaluation de cette année c'est, tout en nous montrant Irène, respirant lourdement. En disant, Irène Pereira.
L'instructeur affirme qu'il est le héros du jour, classé 34e sur 35 candidats ayant réussi à l'évaluation. On peut voir un garçon ricaner et insulter Irène, se demandant pourquoi il avait fait des choses aussi stupides pendant l'examen. Il pense qu'Irène voulait simplement paraître gentil aux yeux des autres. Avec un ton satisfait, le garçon pense mentalement qu'il avait obtenu la 5e place grâce aux actions d'Irène. Le garçon était en conversation avec 2 autres étudiants, un d'entre eux demande au gars comment il a fait pour finir à la 5e place. Le concerné lui rétorque, ne devrait-il pas plutôt le féliciter? Il ajoute que si l'autre gars était jaloux, il n'avait qu'à le dire. Le 3e étudiant le félicite, affirmant que le directeur Brand le récompenserait et qu'il était chanceux. Lloyd s'approche également et félicite le gars, l'appelant « Lance ». Voyant Lloyd s'approcher, Lance s'exclame « Seigneur Lloyd ». Plaçant une main sur sa poitrine, Lance déclare, satisfait, que sans Lloyd, il n'aurait pas réussi. Lloyd, souriant légèrement, lui répond qu'il avait tout accompli seul. Lloyd tourne ensuite la tête vers une direction en particulier, alors que ses amis étaient en train de le féliciter pour sa 2e place. Il avait le regard fixé sur Irène, pensant qu'avec ses capacités actuelles, il ne serait pas en mesure de rivaliser avec le niveau qu'Irène avait montré aujourd'hui. Il réfléchit à ce qui se serait passé si Judith n'avait pas fait de malaise durant l'évaluation. Lloyd pense que dans ce cas de figure, il aurait certainement terminé à la 4e place. Lloyd se voit obligé de reconnaître qu'il aurait subi une défaite totale, si Irène et Judith avaient fait l'évaluation jusqu'au bout. Le lendemain, on peut voir qu'Irène est déjà d'attaque pour reprendre son entraînement, celui-ci était en train de courir dans le stade. Essoufflé, il s'accroupit tout en continuant ses exercices. Il détourne ensuite le regard lorsqu'il entend une voix lui demander « Pourquoi il avait agi ainsi ?» C'était Ilia qui s'était approché de lui, surprenant Irène durant ses exercices physiques. La fixant du regard, Irène lui demande « Quoi ?» Elle insiste pour qu'il explique son comportement en disant « Tu sais très bien de quoi je veux parler. » Alors qu'Irène était en train de se relever, Ilia lui demande « N'est-ce pas ?» Irène répond en lui demandant si elle faisait référence au sauvetage de Judith. Le visage sérieux, elle répond que « Oui ». Le jeune homme fronce les sourcils, tandis qu'Ilia répète à nouveau « Pourquoi a-t-il fait cela ?» Tout en nous montrant les jambes des 2 étudiants, on peut entendre qu'Irène commence à formuler une réponse. Baissant les yeux, Irène explique qu'il avait eu l'impression qu'il n'avait pas d'autre choix. Ilia, mécontente de cette réponse, fronce les sourcils et lui demande s'il réalisait combien ses propos étaient insensés. Elle souligne que Judith aurait été aidée par les instructeurs dans tous les cas même s'il n'avait pas intervenu. Selon Ilia, Irène aurait manqué l'occasion de se faire récompenser par le plus grand épéiste, elle questionne ensuite, tout ça pour cette raison? Elle s'exclame ensuite qu'il n'avait même pas considéré la possibilité de répliquer à ceux qui l'avaient moqué et méprisé. Elle lui demande s'il se rendait compte du fait que ces gens n'allaient pas arrêter de se moquer de lui. Elle ajoute, qu'il le sait ça, non? On nous montre ensuite la main d'Irène, alors que celui-ci restait silencieux et pensif. Attendant une réponse, Ilia est restée silencieuse après sa question. Irène demande à ce moment-là à Ilia, si elle faisait allusion au fait qu'on le surnomme, le noble bon à rien. On voit alors une scène montrant Irène dans ce qui ressemble à du sable mouvant. Il dit ensuite qu'il avait ressenti cela comme s'il y était resté longtemps, incapable de se libérer. Alors qu'on voit Irène s'enfoncer de plus en plus dans le sable, il dit qu'il n'essayait même pas lui-même de s'en dégager. Selon lui, il était vraiment pathétique. C'est alors qu'on voit plusieurs autres mains venir le secourir, tentant de le sortir de cette mauvaise situation. Cela choque profondément Irène, qui s'est mis à regarder ses bienfaiteurs avec un regard surpris. Irène se souvient que c'était grâce à sa famille bien-aimée qu'il avait été sorti de cette impasse. Les silhouettes de ses proches apparurent, l'un d'eux tenant sa main. En nous remontrant la scène où Irène, avec détermination, se montre en train de nager après Judith. Il déclare qu'avec l'aide de quelques personnes, il avait réussi à refaire surface. Il conclut qu'il ne pouvait pas passer à côté en voyant une autre personne se noyer, et prétendre ne pas la voir. En souriant, il dit que c'est ça qu'il a fait la veille. Il affirme que c'est la seule raison, rien de plus. Après avoir écouté toute l'histoire d'Irène, Ilia reste silencieuse à ces mots. Elle se retourne ensuite brusquement pour partir. En étant de dos, elle demande à Irène si c'est vrai qu'il n'avait jamais tenu une épée avant l'année dernière. Elle ajoute, c'est bien ça? Irène confirme, que oui. Le visage d'Ilia s'assombrit. Elle déclare que l'art de l'épée et l'entraînement physique sont 2 disciplines différentes.
bien que le talent et la persévérance soient nécessaires dans les deux cas, le talent joue un rôle particulièrement crucial dans la maîtrise de l'art de l'épée. Elle ajoute qu'il est possible que ses actions de la veille lui ont fait manquer l'opportunité de recevoir des instructions personnelles du directeur de l'académie. Elle affirme qu'elle ne l'aidera plus. Irène écoute et observe attentivement la jeune fille, qui mentionne qu'elle n'aiderait plus, même s'il venait à subir à nouveau les moqueries des autres. Elle lui souhaite de ne pas regretter son choix. Ne pouvant se contenir, Irène appelle Ilia par son nom. Irène lui pose ensuite une question qui la surprend, pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de l'aider? En baissant les yeux, Ilia répond qu'elle n'est pas sûre. Puis, elle s'éloigne en déclarant qu'elle n'aime pas que les gens parlent des autres alors qu'ils n'ont aucune idée de qui ils sont vraiment. Irène reste alors immobile et pensif, face à la réponse d'Ilia. Les étudiants se rassemblent ensuite dans une grande pièce, et une annonce est faite, les résultats de l'évaluation de milieu d'année vont être communiqués. On explique aux élèves que 35 candidats ont réussi la première partie de l'évaluation, que 78 ont réussi la deuxième partie de l'évaluation, ce qui fait un total de 113 candidats qui ont réussi au total. On annonce ensuite que les 5 élèves ayant obtenu les résultats les plus remarquables lors de l'évaluation, vont recevoir une récompense après avoir eu une conversation privée avec le maître épéiste, autrement dit le directeur Bran. Le directeur Bran intervient, signalant à l'instructeur aux cheveux rouges qu'il a oublié de dire quelque chose. L'instructeur acquiesce. Puis demande à la recrue numéro 311, Irène Pereira, de monter sur le podium. Irène est stupéfait, il ne semblait pas s'attendre à cette éventualité. Tout comme Ilia et Lloyd, qui montrent également une expression de surprise en entendant les paroles de l'instructeur aux cheveux rouges. Le directeur Bran prend ensuite la parole et déclare avec un sourire, que la rivalité est une chose amusante. Que lorsqu'une personne fait tout son possible pour rattraper un adversaire plus avancé et ne pas se laisser dépasser par ceux qui courent derrière. Selon le directeur Bran, cette personne a l'opportunité de révéler des capacités étonnantes qu'elle ne soupçonnait pas. Une paire de chaussures est montrée, et le message suivant est transmis, si l'on se concentre trop sur le résultat, on risque de perdre de vue quelque chose de plus important. Le directeur affirme que la recrue Irène Pereira n'est pas de ce genre. Il explique qu'au lieu de céder à la facilité qui aurait pu le faire plonger droit en enfer, parlant sans doute de culpabilité. Il affirme qu'à la place, Irène a sacrifié son temps pour sauver un camarade de classe en train de se noyer. Irène reste debout et écoute attentivement le discours du directeur Bran, tandis que tout le monde derrière était ébahi. Le directeur ajoute qu'il peut y avoir de nombreuses opinions sur ce qui s'est passé, mais lui et tous les instructeurs sont d'accord sur la valeur de son action. Le directeur dit ensuite que c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à Irène de les rejoindre sur le podium. Des applaudissements sont entendus à ce moment-là, on nous montre dans un premier temps, les instructeurs applaudir avec le sourire. Judith elle-même, souriante, se joint à eux. Irène semble légèrement embarrassée et baisse les yeux, sous le regard envieux de Lance. La scène se tourne ensuite vers le bureau du directeur Bran. Assis dans son fauteuil, Lloyd réfléchit et admet qu'il se rend compte qu'il avait une vision trop étroite auparavant. Le vieil homme, toujours souriant, affirme qu'il n'y a aucune raison pour Lloyd de se rabaisser. Il explique qu'une personne à l'esprit étroit ne pourrait pas reconnaître ses erreurs. Cependant, Lloyd déclare qu'il a été arrogant et obstiné, s'en tenant uniquement à ses méthodes. Il conclut, comme le vieil homme l'a conseillé, que désormais, s'il rencontre une personne dont il peut apprendre, qu'il ne laissera pas plus passer cette chance. Après son entretien avec le directeur, Lloyd s'incline et demande la permission de se retirer. Un sourire confiant illumine son visage. On comprend alors qu'il est talentueux, qu'il a une claire conscience de sa position et qu'il montre une volonté de surmonter ses propres défauts. En outre, il possède d'excellentes compétences en leadership. Le directeur Bran, baissant les yeux, réfléchit. Il conclut que, bien que Lloyd ait l'entêtement et la confiance en soi propre aux plus grands aristocrates, il trouve néanmoins qu'il n'y a rien de si inquiétant pour le moment. Il est convaincu qu'à une autre occasion, en comparant avec les candidats des années précédentes. D'après lui, Lloyd aurait sans aucun doute pris la première place. Que malheureusement, cette année il y avait beaucoup trop de personnes talentueuses. On voit ensuite Ilia, assise en face du directeur, l'observant attentivement. Elle s'exclame que, comme récompense, elle aimerait affronter le directeur Bran en duel. Réfléchissant à sa demande, le directeur estime que c'est un choix plutôt osé. Il continue de la regarder et lui dit qu'il va lui donner un conseil, de ne pas laisser les autres prendre le contrôle d'elle et qu'elle devrait vivre sa propre vie. Ilia le regarde avec étonnement lorsqu'il lui dit de ne pas perdre de temps ici pour des raisons d'obsession,
mais de rentrer chez elle et d'apprendre les techniques de l'épée de sa famille, car cela lui sera bien plus utile. Fronçant les sourcils, la jeune fille appelant le directeur Bran, maître épéiste, lui demande de s'entraîner avec elle. Ce à quoi le directeur répond qu'il aura été stupide d'attendre une réaction différente de sa part. Regardant Ilia dans les yeux, le directeur dit que son bureau est spacieux, lui demandant si elle serait prête à y mener ses entraînements. Après quoi elle le remercie. En expirant de fatigue, le directeur réalise que c'est enfin le moment d'accueillir le dernier étudiant. C'était au tour d'Irene Pereira de passer voir le directeur. Regardant le protagoniste, le directeur lui demande s'il souhaite une récompense. Il lui dit de le dire, même s'il s'agit de quelque chose d'intangible. Le directeur l'observe attentivement, pensant que c'est celui dont la réponse l'intéresse le plus. Irene révèle maladroitement qu'il souhaite se réconcilier avec quelqu'un, et demande comment il pourrait le faire. Il baisse les yeux, réalisant à quel point cela semble absurde, mais il n'a personne d'autre à qui demander conseil, alors il s'excuse. Le directeur répond calmement qu'il n'a pas à s'excuser et le remercie même pour sa sincérité, se souvenant que le garçon n'avait pas quitté sa chambre avant ses 15 ans, ce qui explique ses difficultés à interagir avec les autres. Irene est assis, les yeux baissés. Le directeur comprend que c'est la première fois qu'il se sociabilise avec des gens, qu'il doit être complètement confus alors qu'il est. Le directeur pense que quelqu'un a dû tendre la main à Irene, alors qu'il n'avait connu que les moqueries jusqu'à présent. Il sourit alors et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. Après un certain temps, le garçon le remercie, affirmant qu'il l'a beaucoup aidé. Ce à quoi le directeur Bran répond que si c'est le cas, il en est content, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de donner des conseils non liés à l'escrime à quelqu'un. Dans ses pensées, le directeur se dit qu'il n'aurait pas imaginé qu'Ilia Lindsay serait celle avec qui Irene souhaite être réconciliée. Il trouve que c'est inattendu, que de plus en plus de choses incroyables se produisent cette année. Levant les yeux vers le garçon, il suggère de passer à l'essentiel, maintenant qu'ils ont résolu son problème. Ce qui soulève une interrogation dans l'esprit d'Irene, il s'exclame « L'essentiel ?» Souriant, le directeur dit qu'il ne considérait pas ces quelques mots comme une récompense. Irene semble perplexe, tandis que le vieil homme demande à pouvoir s'expliquer plus en détail, et dit qu'il souhaite lui donner des instructions concernant l'entraînement à l'épée, car il est plus compétent dans ce domaine, et en général les gens considéraient ses conseils dans ce domaine comme étant plutôt précieux. Il dit ensuite à Irene qu'il peut demander tout ce qu'il veut. Fermant les yeux, Irene s'excuse, disant que rien ne lui vient à l'esprit. Mettant sa main sous son menton, le directeur l'écoute alors que le garçon affirme qu'en vérité, il n'a pratiqué l'escrime seul que pendant un mois avant d'entrer à l'académie, donc bien qu'il soit gêné de l'admettre, il ne sait pas encore ce qu'il veut, ou quelles questions il devrait poser. Le directeur l'appelle ensuite par son nom, en disant « Irene ». Bafouillant, et avec les yeux baissés, Irene s'excuse, affirmant qu'il sait à quel point c'est une énorme opportunité d'avoir un cours à l'épée de la part du directeur Bran. Il s'excuse de ne pas pouvoir mieux profiter de cette chance. Soudainement, il est effrayé lorsque le directeur frappe des mains avec une expression sérieuse sur son visage. Il se demande pourquoi Irene s'excuse constamment et déclare qu'il n'a pas besoin de le faire, car un bon épéiste doit avoir confiance en lui-même. Il lui demande s'il n'est pas d'accord. Le garçon, surpris, répond affirmativement. On nous montre ensuite les pieds du directeur Bran. Tandis que celui-ci affirme qu'Irene exercera son droit à une récompense une autre fois et que, s'il ressent qu'il lui manque quelque chose, il peut venir le voir en toute confiance, le directeur lui-même lui donnera une leçon quand il jugera cela nécessaire. Dos au garçon, le directeur lui demande s'il a des objections. Irene s'incline alors, et répond par la négative avant de remercier le directeur Bran. Le vieil homme l'autorise ensuite à partir. On peut voir Irene marcher dans la rue, les poings serrés. Le directeur Bran le regarde depuis la fenêtre, concluant qu'il est vraiment un jeune homme hors du commun. Il a tout de même l'impression qu'il y a autre chose de spécial chez Irene, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Regardant vers le bas, le directeur Bran pense qu'Irene n'a pas une seule goutte d'anxiété ou d'inquiétude concernant son ignorance de l'art de l'épée. Au contraire, il a l'impression qu'il a déjà fixé un objectif clair. Selon le directeur, c'est comme si Irene était guidée par quelqu'un. On nous montre alors Irene avec un homme derrière lui. Perdu dans ses pensées, le directeur Bran déclare qu'en y réfléchissant bien, il a déjà rencontré une personne semblable à Irene auparavant. Une personne aux longs cheveux, avec un talent et une confiance écrasante. Selon le directeur, cette personne avait une personnalité imprévisible. Cependant,
cette personne dégageait une aura très différente de celle d'Irène. On voit ensuite Irène, en train de faire des pompes à la salle de sport. Judith arrive à ce moment-là, le regarde en haussant un sourcil et dit que, bien sûr. Elle semblait s'attendre à le retrouver en train de s'entraîner. Elle dit ensuite que les leçons d'escrime commencent demain. Qu'à partir de maintenant, ils pourront s'entraîner avec des épées. Irène se relève, la regarde avec étonnement, et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce à quoi la Judith répond maladroitement, qu'elle voulait lui dire quelque chose. Rougissante, elle le remercie, ce qui déconcerte Irène. Elle fronce les sourcils, déclarant qu'elle remboursera définitivement sa dette, que donc il n'a pas à s'inquiéter. Ce à quoi Irène répond, qu'il n'y a même pas pensé. Haussant un sourcil, Judith l'invite à s'entendre avec elle, qu'ils resteront ensemble à partir d'aujourd'hui. Surpris, Irène s'exclame « Hein ?» Judith se rattrape en précisant qu'elle lui propose d'être amie. Elle ajoute qu'ils mangent toujours seuls, mais que maintenant ils pourront le faire ensemble. Elle demande ensuite « Tu ne crois pas ?» Irène était sur le point de lui répondre qu'elle aussi mange toute seule, elle ne le laisse pas faire et déclare qu'ils peuvent aussi s'entraîner ensemble avec les épées. Et lui demande si cela lui convient, tout en le frappant gentiment à l'épaule. Grimaçant de douleur, Irène ne semble pas trop partager cette pensée. Son visage devient ensuite super intimidant, lorsqu'elle lui demande de répondre. Ce qui pousse Irène à répondre positivement dans la seconde même. Après quoi, Judith s'en va en agitant la main, disant qu'elle ne le dérangera pas pendant ses entraînements. Elle lui souhaite bonne chance et dit qu'elle va maintenant partir, en utilisant le terme « grande sœur » pour faire référence à elle. Irène lui, tout en se tenant l'épaule encore fumante du cou de Judith, se souvient très bien qu'elle a 3 ans de moins que lui. Il se tient l'épaule douloureuse en souriant et réalise qu'en tout cas, il a un bon pressentiment. On retrouve ensuite les étudiants de l'académie dans une grande pièce remplie d'armes, on peut y voir Irène qui est en compagnie de Judith. Irène lève les yeux avec surprise, alors que Judith était en train de lui demander s'il a déjà entendu une chanson. Elle prononce alors les paroles « Tortue, si tu fais tomber ton épée, je te grillerai et je te mangerai ». Irène répond par la négative, il dit entendre ça pour la première fois. Les garçons du groupe de Lloyd la regardent avec confusion, l'un d'eux remarque qu'elle a changé et demande si c'est vraiment la même personne. Il demande ensuite à Lloyd s'il ne trouve pas cela étrange. Il demande si elle n'est pas devenue timbrée après s'être presque noyée. Judith, elle, reste dans son délire, en riant, elle demande si Irène ne connaît vraiment pas cette chanson. Elle redit à nouveau les paroles de la chanson à Irène, mais celui-ci montre de plus en plus son embarras tout en rigolant. Voyant cela, un des amis de Lloyd s'exclame qu'il en a des frissons. Lloyd regarde attentivement les jeunes gens, réalisant qu'il y a une chose qu'il trouve étrange. Il voit Ilia dans la foule et remarque qu'elle et Irène se sont éloignés l'un de l'autre. Il se demande s'il s'est passé quelque chose entre eux. Tapant du pied, une personne demande l'attention de tous. Croisant les bras sur sa poitrine, on peut voir que c'était l'instructeur aux cheveux rouges. Il dit ensuite que comme tout le monde le sait, les cours d'escrime commencent aujourd'hui, qu'ils sentiront le résultat des 4 mois d'entraînement passés. L'instructeur ajoute qu'à partir de maintenant, tout le monde pourra manier librement une épée pendant 2 heures. Leur disant de choisir l'épée en bois qui leur plaît avec la supervision des instructeurs présents. Les jeunes se mettent alors à choisir des épées, certains n'arrivent pas à faire un choix. Judith balance son épée avec admiration et remarque un changement, car avant, quand elle balançait aussi fort son épée, elle n'arrivait pas à garder son équilibre. Les enseignants se tiennent, souriant. Il semble qu'il ne les ait pas seulement rendus plus forts et plus résistants. En balançant l'épée, Lloyd pense que, bien que l'épée soit en bois, il se sent complètement différent par rapport à avant. Il pense avoir suffisamment progressé pour pouvoir clairement le ressentir. Soudain, le regard méfiant, il prête attention à quelque chose. On voit alors les jambes d'une personne marcher. D'autres étudiants semblent également interpellés par cette personne, tournant tous leur regard dans la même direction. Il semble que ce soit Irène, qui en marchant passe derrière Ilia, qui se met également à le regarder. Irène s'arrête ensuite brusquement, ne faisant plus aucun pas. Irène s'est arrêtée devant une énorme épée, et se met à la regarder attentivement sans rien faire. Une fois décidé, il l'enlève ensuite soigneusement du mur. Il le prend dans ses mains, l'examinant attentivement avec un regard sérieux. Étant présent dans la pièce, le directeur Bran sourit en le regardant. Irène décide alors de prendre un grand élan, afin de balancer son épée. Il exécute alors son mouvement, créant un grand courant d'air.
Les autres élèves le regardent bouche bée, même Lloyd semble également surpris par son mouvement. L'un de ses amis, choqué, affirme qu'il n'y a rien de si spécial à cela. Il demande ensuite, n'est-ce pas? Regardant le garçon avec étonnement, l'instructeur aux cheveux rouges le trouve un peu rigide. Celui aux cheveux verts conclut que sa posture était un peu imprécise, mais se rapproche tout de même de la posture standard de maniement d'une épée. Ilia regarde ce qui se passe sans rien dire, les yeux grands ouverts. En riant, un des amis de Lloyd déclare qu'il a entendu dire qu'Irène n'avait jamais pratiqué l'escrime auparavant. Et un autre suggère qu'il a décidé de prendre la plus grosse épée pour paraître cool. Les sourcils froncés de Lloyd sont visibles, ce spectacle ne semble pas lui plaire. On le voit ensuite avancer, surprenant les personnes autour de lui, qui s'exclament « Seigneur Lloyd ?» Judith le regarde, interrogative, se demandant « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Lloyd s'approche d'Irène, avant de l'appeler par son nom, Irène Pereira. Irène, en entendant son nom, se retourne confus. Lloyd pointe ensuite son épée en direction d'Irène, avant de le défier en duel. Tout le monde est totalement choqué par cela. L'attention de tout le monde semble absorbée par cette scène. Irène est désemparée, il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Se retournant, il jette ensuite un regard vers une certaine personne. Le directeur Bran le regarde avec une expression neutre, comme pour dire à Irène qu'il était libre d'accepter ou non. Baissant la tête, Irène reste silencieux. Fronçant les sourcils, il déclare avec détermination qu'il accepte le défi.